Bonjour à tous. Peut-on parler de science sans trahir les scientifiques? Dans le 18h à savoir, cette semaine, on remet sur la table la question de la vulgarisation, du savoir, des connaissances, et on en parlera avec Maxime Labat de l'association Le Labo des Savoirs et de la chaîne Le Labo Cube. Et Kisito Chilengue, bonjour. Vous êtes doctorant, chercheur dans une unité de recherche de thérapie génique, Atlantic Gene Therapy, qui est très liée au Téléthon. On a souvent parlé sur ce plateau. On parlera avec vous de votre regard en tant que chercheur, que scientifique, sur la vulgarisation scientifique, justement, ce que vous faites très souvent maintenant à travers le Téléthon. D'abord, on ouvre l'agenda pour noter un rendez-vous, et c'est au Muséum d'Histoire Naturelle. On a rangé les plumes de dinosaures pour installer une fourmilière dans le muséum à partir du 9 mars. On rappelle d'ailleurs, c'est ouvert tous les dimanches, le muséum, même quand il pleut, et c'est beaucoup mieux qu'un dimanche devant la télé. Et puis le 19 avril, toujours au muséum, il y aura une conférence d'Alain Lenoir, c'est un des spécialistes français des fourmis, les fourmis, biodiversité et pollution, une conférence qu'il avait déjà donnée l'an dernier à l'Espace des Sciences, l'excellent Espace des Sciences de Rennes. Alain Lenoir, donc, qui est professeur émérite de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à l'Université de Tours. Et le nouveau numéro du Labo des Savoirs, puisqu'on va beaucoup parler du labo aujourd'hui, cette semaine, nous emmène dans les fonds marins, dans les abysses à plus de 2500 mètres de profondeur, ces enfers qu'on croyait trop hostiles pour abriter de la vie. Eh bien, c'est tout le contraire, et l'émission est à écouter sur Prune, la radio Prune, et sur labodessavoirs.fr dès maintenant. Voilà, vous êtes tous les deux membres du Labo des Savoirs, donc, avec des implications différentes, mais en tout cas vous êtes membres de l'association tous les deux, qui produit une asso qui produit chaque semaine 7 émissions diffusées sur Prune, avec la particularité, c'est que ça associe des scientifiques, des étudiants qui ne sont pas forcément en filière scientifique aussi, mais qui sont tous intéressés par la même chose. C'est comment on transmet du savoir scientifique, donc a priori quelque chose qui n'est pas facile à faire passer, le plus agréablement possible, parfois en s'amusant, parfois en déconnant, même comme vous le faites très souvent au Labo des Savoirs. On a vu ces images des studios. Le principe du Labo des Savoirs, pourquoi vous vous êtes engagé dans cet assaut, tout d'abord ? Moi, personnellement, je suis arrivé à Nantes et je suis passionné de science, c'est mon métier, je fais de la médiation scientifique et j'avais envie de faire des expériences radio, et donc du coup c'est très très ouvert, on le fait avec des étudiants, on le fait, il y avait même une étudiante en terminale l'année dernière, que ça peut être des formations pour les doctorants qui puissent se former un peu à parler au public, parce que c'est vrai qu'on jette souvent les chercheurs face au public en leur disant vas-y vulgarise, et puis ils n'ont pas eu forcément, eux c'est pas leur métier du tout, et puis voilà, moi j'avais envie de faire des expériences radiophoniques, et vu que c'est très ouvert, il y a des chroniques, il y a des reportages, il y a des interviews, de l'animation et de l'interview directement en studio. Du coup, c'est une super expérience. Alors, donc c'est des interviews souvent de chercheurs, très renommés, assez renommés, ouais, et parfois des choses un peu plus improbables, mais qui fonctionnent. Il y avait notamment récemment un epic battle entre les termites et les fourmis auquel vous avez participé, donc avec un acteur, je crois, Maxime Devige et acteur, comédien plutôt. Il est comédien, il est médiateur culturel, et puis c'est avec lui que j'ai fait donc ma chaîne Le Labo Cube. Et du coup, on a écrit ensemble ce battle de rap. C'était pour l'émission d'ailleurs qui présentait l'exposition sur les fourmis. On a terminé par un epic rap battle, donc un battle de rap entre les fourmis et les termites. Et Kisito Chilengue, vous êtes doctorant, chercheur. Votre quotidien, c'est vraiment le labo, les manips. Malgré tout, vous êtes attiré par la vulgarisation scientifique, comme on dit. Effectivement, je suis doctorant donc, en sciences. Un quotidien, c'est les labos. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'on est donc en thèse, on a affaire aussi à l'école doctorale qui nous incite à assister donc à des formations. Ouais. Et on doit donc remplir en tout 100 heures de formation au cours de 3 années de thèse. Et ce qui s'est passé, c'est que au cours de l'une de ces formations-là, j'ai été amené à assister à un cours de vulgarisation scientifique. Et au cours de ce cours, on a été amené avec un de mes collègues à rentrer en contact avec le Labo de Savoir, et donc du coup à essayer de savoir ce qui se passe lorsqu'on est plus scientifique, mais on est plutôt dans la médiation, et donc d'essayer de designer une émission de radio pour pouvoir expliquer ce qu'on fait en tant que doctorant apprenti chercheur, pour pouvoir développer un produit de recherche et l'amener donc en clinique. Donc c'était une expérience très intéressante, puisque voilà, j'ai pu parler sur la thématique sur laquelle je travaille, qui est la thérapie génique, et essayer d'expliquer toutes ces notions-là qui intéressent beaucoup le grand public, mais dont on n'arrive pas souvent à mettre le nom sur certaines choses. Donc c'était très intéressant, et
au-delà de cette émission, j'ai pu donc collaborer ensuite encore sur différentes thématiques, cette fois-ci avec toujours le Labo des Savoirs. Alors juste en deux mots, parce qu'on n'aura pas le temps de développer sur la thérapie génique, en tout cas les travaux que vous menez aujourd'hui, vous travaillez sur une maladie génétique qu'on appelle l'amorose de Leber, c'est ça? Notamment, on travaille sur 3 groupes de maladies de la vision, qui sont donc l'amorose de Leber, la rétinique pigmentaire et une autre forme de rétinique pigmentaire. Et l'objectif du laboratoire, c'est justement de développer des médicaments de thérapie génique qui font appel à des virus qu'on va utiliser donc comme vecteur, comme taxi, pour pouvoir amener un médicament qui va être cette fois-ci un gène. Donc c'est la combinaison d'un virus et de gènes, d'où la thérapie génique. Donc vous faites appel à des notions, plein de notions dans vos recherches qui ne sont pas du tout popularisées, enfin ou très peu popularisées. Il y a plein d'étapes à franchir avant de comprendre vraiment ce que vous faites. À la limite, quand on est doctorant, enfin, il y a 10 ans, quand on était doctorant, on n'avait pas besoin d'aller voir les indigents, comme on dit, pour aller leur expliquer ce qu'on fait. Après tout, on fait de la science et puis ça sert pour la suite. Pourquoi on vous oblige aujourd'hui à parler au grand public? Ça sert à quoi? C'est surtout une démarche qui a d'abord été personnelle, puisque j'ai toujours été intéressé par ce qui se passe au niveau de la télé, par les émissions de télévision. Donc du coup, à chaque fois, je regardais beaucoup... C'est pas sorcier, toutes ces émissions-là de vulgarisation scientifique. Et donc, je trouvais que c'était une opportunité à saisir tout de suite parce que j'avais l'opportunité d'expliquer ce que j'avais à faire, ce que j'ai l'habitude de faire au sein de mon laboratoire. Après, au cours de la formation qu'on a en thèse, on nous incite aussi à communiquer. Communiquer, c'est expliquer par des mots simples ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on fait de façon régulière. Et donc, du coup, c'est vraiment inciter... le laboratoire à ouvrir ses portes pour pouvoir communiquer. Et c'est particulier chez vous parce que vous faites appel aussi au don du Téléthon, donc il faut forcément expliquer. Effectivement, à travers le laboratoire est un laboratoire qui est regroupé au sein donc du Généthon. Et à chaque année, le Généthon organise donc du coup le Téléthon, qui est donc une manifestation qui a pour but de sensibiliser le grand public aux activités de recherche menées au sein de laboratoire. Et donc, juste avant le Téléthon, on a une activité qui est très intéressante qui consiste à se rendre auprès des lycéens et à expliquer aux lycéens ce qu'on réalise en tant que chercheur dans le laboratoire. On réalise ça donc autour d'une structure qui s'appelle 1000 chercheurs. Donc cette année, le Généthon a pu envoyer plus de 1000 chercheurs à travers la France. Ça s'est bien passé, ça a pu se passer aussi bien dans la région parisienne que dans la région lyonnaise ou bien... à Lille. Moi, je me souviens de m'être rendu l'année dernière à la région Rhône-Alpes, à Annecy, auprès des lycéens, pour pouvoir justement expliquer ce que j'avais l'habitude de faire comme travaux de recherche. Donc, c'est à travers ces manifestations-là que le Généthon tend à pouvoir sensibiliser le grand public à l'événement qui a lieu à chaque année, en fin d'année, le Téléthon. Parler de disciplines complexes, ça a été peut-être aussi votre cas, Maxime. Là, vous êtes matheux à la base, c'est ça? Vous avez fait des études de maths? Ouais, à la base, j'ai fait des études de maths, et puis après, j'ai fait un master de communication scientifique, donc je suis parti dans les sciences sociales. Donc déjà que les maths voyagent beaucoup dans les disciplines, moi j'ai en plus voyagé du côté obscur, enfin du côté, chez les gens de sciences sociales, quoi. Donc un grand voyage disciplinaire. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est de parler de science pure et dure, ou vraiment la manière de communiquer avec les gens? C'est quoi la priorité dans votre travail? Moi, personnellement, si je le fais, et si j'ai choisi ça comme métier, et si je le fais avec passion, c'est que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de tous ces sujets-là, beaucoup trop peu, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est ennuyeux de parler de science. Moi, je trouve que c'est de parler de beaucoup de politique maintenant, beaucoup de maquillage, de beaucoup de sujets qui font de people, de machin. Moi, je m'en fous complètement. Alors que de parler des marées, de ce qui peut se passer sur Jupiter, de ce que c'est qu'un archéoptérix, je trouve ça complètement incroyable. C'est ce qu'on voit à l'image, d'ailleurs. On voit des extraits de votre chaîne YouTube qui s'appelle le Labocube, Lab 3, hein, si vous allez sur YouTube. Et en fait, là, plutôt que de parler de maquillage ou de jeux vidéo, vous parlez de science, alors de trucs... Alors, c'est un peu des sujets de geek, on va dire que c'est des sujets de geek. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, on a du mal à se rendre compte que les geeks est devenu la culture dominante aujourd'hui. Et c'est une culture populaire, c'est vraiment une culture hyper populaire et qui s'enracine dans la culture nerd, qui s'enracine dans une culture qui est une culture hyper élitiste, qui est la culture scientifique. Mais la culture scientifique, le grand avantage de cette culture élitiste, c'est qu'elle n'est pas du tout élitiste socialement. C'est pas du tout un marqueur social. Peu importe d'où vous venez, si vous vous intéressez à un sujet social, si vous vous intéressez à un sujet scientifique, vous pouvez vous y intéresser passionnément, totalement
naturellement et personne ne vous rejettera de ça. Si ce que vous dites est intéressant et si vous êtes intéressé. Voilà. Donc c'est une culture qui est hyper agréable à partager, qui est hyper exigeante, bien sûr, qui est qui ouvre des portes à plein de choses, mais qui ne demande pas de faire partie d'un certain cercle. Voilà. Ouais, parce que ça sert aussi à ça. Avant tout, la science d'impressionner ses amis en soirée, à sortir des termes scientifiques. Ouais, mais à s'émerveiller du monde dans lequel on vit et à s'émerveiller du monde comme il a toujours été et comme il sera toujours à la réalité. Juste, voilà. On va voir un extrait alors c'est le making-of du tout premier épisode de votre chaîne YouTube. C'est juste pour donner le ton un peu de votre chaîne, pas sur le fond, parce que le fond, il est sérieux, il est très sérieux sur le fond toujours. Juste pour donner une idée de l'ambiance sur les tournages et de la suite aussi des épisodes, des 40 épisodes qui suivent. On regarde ça tout de suite. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des dinosaures. Alors dinosaures ça vient du mot deinos en grec. Oh là là, attends, 2 secondes. Alors déjà, j'ai pas fini de préparer ça. Puis en plus tu commences comme ça, ni bonjour ni merde, les gens ils savent pas quitter. Bah non, mais on rentre direct dans le vif du sujet. Ouais, non mais vraiment c'est hyper abrupt. Et puis en plus on commence, on a même pas... Jacques il est pas arrivé, enfin je sais pas. Qu'est-ce qu'il branle, c'est Il se prépare dans les loges. Non mais il est là lui. Non, là ça commence. Ah, je suis là. Ça y est là, ça tourne? Vous avez commencé votre émission de merde? J'ai lancé, on peut y aller. Non, écoute, on en a déjà parlé. Vulgarisation scientifique, ça veut pas dire vulgaire, ça veut dire culture. Oui, Ok? D'accord. Culture, connaissance. Ah, ok, on fait comment? Ok. Alors, je proposais, avant qu'on commence à faire tes blagues, donc on pourrait se présenter, juste que les gens sachent où ils cliquent, ce qu'ils font ici. Toi, au moins, tu pourrais te présenter, vu que c'est toi qui monte l'émission et tout ça. Donc, Allez, ça marche. Pour commencer, Vas-y. Bonjour, Maxime Labatte. Je suis dans ce cube blanc, ici, pour vous parler de science, pour vous parler de culture scientifique, de l'histoire des sciences, de l'avancée des connaissances, jusqu'aux connaissances les plus modernes, les plus contemporaines, l'actualité scientifique qui, au fur et à mesure, change notre regard sur le monde. Et je serai accompagné dans cette tâche des 2 zouaves que vous venez de voir juste à l'instant. C'est bon ? Ouais, non, c'est bon. Je suis pas sûr pour Zouave, mais vas-y. Voilà, derrière ça, il y a une quarantaine d'épisodes plus aboutis que celui-là, évidemment. Ça se développe vraiment beaucoup, les chaînes YouTube autour des sciences. Récemment, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la chaîne Y-Penser, parce que son fondateur, dont j'ai oublié le nom, c'est Bruce Benamra. A fait la première partie d'Alexandre Astier, sur notamment l'exoplanète, on le voit à l'image. Pourquoi ça marche, les sciences sur YouTube ? Parce qu'il y a des personnages comme ça, parce qu'il y a des mecs super. Alors lui, ça marche particulièrement bien. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout là. Nous, on a 300 vues à nos vidéos, lui, il en a 40 000. Il y a une grosse inspiration aussi qui vient de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a des gens passionnants qui ont commencé à faire de la vulgarisation scientifique avec plein d'expériences qui montraient, et ça a donné envie à tout plein de gens. Je pense à Dirty Biology. Voilà, il y a énormément de chaînes qui aujourd'hui sont très reconnues, mais il y a énormément de gens qui eux sont passionnés aussi. Même des chaînes avec des gens qui sont très jeunes, des gens qui sont beaucoup plus vieux. N'importe qui peut mettre sa caméra et commencer à raconter des trucs. Et nous, c'est un bon exemple, même si techniquement c'est pas parfait. C'est pas grave, c'est ce qui est raconté qui est bien, si l'histoire qui est racontée est intéressante. On peut peut-être voir un autre exemple en image, c'est celui de Physique Girls, une chaîne américaine, je crois. Ouais. Voilà, pareil avec des. Je crois qu'elle est australienne. Elle est australienne, d'accord. Et là, on voit, il y a un jeu d'acteurs qui est aussi important à la limite que le fond. Mais ça, c'est aussi un des principes de la médiation scientifique. Il faut surprendre, il faut faire rire pour amener les gens à s'intéresser à des choses hyper sérieuses ou pas? Ouais, après, moi, je pense pas que ce soit si sérieux que ça, en fait. Je pense que les scientifiques, c'est vachement des jeux, que les premières recherches scientifiques se sont vachement faites autour de jeux, et c'est seulement qu'ils ont vraiment envie d'avoir la vraie réponse. Et donc, du coup, le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'on ait une expérience qui soit critique et on ait la vraie réponse. Je suis pas sûr que ce soit si sérieux que ça. Après, si on veut le partager avec des collègues, avec un regard très critique, quand on amène ces résultats, bien sûr, c'est stressant, il faut que ce soit extrêmement sérieux pour que les arguments soient pris en compte, bien sûr. Mais après, je pense que c'est vraiment un jeu, la science et la connaissance. Et juste en un mot, Kizito Chilenge, il y a une limite forcément à la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que vous, en tant que chercheur, vous vous dites, il faut peut-être pas aller trop loin dans l'analogie, sinon on va dériver. La limite dans la vulgarisation scientifique, c'est lorsqu'on ne sait pas de vendre des produits de beauté, de vendre l'outil scientifique comme quelque chose de marketing, comme quelque chose le télé-shopping. Il ne faut pas que le téléspectateur
où la personne qui écoute une émission de radio Ouais. ait l'impression que demain, il suffit d'aller mettre du dentifrice par-ci par-là pour pouvoir, je ne sais quoi, soigner quelle maladie. D'accord. L'idée de la vulgarisation, c'est vraiment d'expliquer les démarches scientifiques. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très bientôt pour un numéro nouveau du Bureau d'À savoir.